Le moment est venu, comme chaque mardi, d'accueillir Caroline Fourest, réalisatrice, journaliste, essayiste et directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Bonsoir Caroline. Bonsoir David. La une de Franc-Tireur cette semaine, interview de Richard Malka. LFI, poison de la gauche. Il faut rappeler que Richard Malka a été l'avocat de Raphaël Enthoven. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a une passion antisémite à LFI? Et la justice a dit, elle n'a pas dit que LFI était antisémite. Elle a dit, on a le droit de dire cette phrase. Voilà, cette interview de Richard Malka. Et puis, votre édito à vous. Bon, on n'a pas le temps mais c'est très intéressant. C'est-à-dire la réponse qu'il faut adopter face aux tentatives des organisations islamistes en France, face à l'entrisme islamiste. Et attention à ne pas taper à côté de la plaque. En l'occurrence, vous dit cette proposition sénatoriale d'interdire la pratique du ramadan, d'interdire le port du voile pour les moins de 16 ans. C'est contre-productif, ça tape à côté. C'est intéressant de lire cet édito aussi. Quand on travaille sur les frères musulmans, on sait qu'on ne doit pas leur faire des cadeaux pour leur propagande victimaire. Et là, vraiment, c'est un vrai cadeau pour leur propagande. Évidemment. Mais ce soir, la question est posée. Labelliser l'information, est-ce une bonne idée? Et on parle évidemment du contexte, c'est-à-dire de l'océan de fausses informations, en bon français on dit fake news, qui envahissent la sphère publique. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Quelle est la meilleure réponse? Labelliser l'info, est-ce la bonne réponse? Il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord eu un débat sur l'idée d'une labellisation par le gouvernement, par l'État. Et de ce point de vue-là, c'est ce que beaucoup ont compris. Il y a une campagne de l'Élysée pour dire « Attention, vous-même vous donnez une fausse information en relayant cette information. Il n'en a jamais été question, mais le procès a bel et bien été fait. » Écoutons Marine Le Pen, écoutons David Lisnard et Éric Ciotti. Cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Voilà, elle est extrêmement dangereuse. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information. Alors, il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes les journalistes choisis par qui? Par Emmanuel Macron? Si la présidence de la République voulait se caricaturer en ministère de la Vérité, elle ne s'y prendrait pas autrement que par ce tweet qu'elle a sorti. Véritablement, si j'étais espiègle, je dirais que c'est le premier communiqué du ministère de la Vérité. Il y aurait une information qui serait vraie parce qu'elle serait validée par le pouvoir, et il y aurait une information qui serait fausse parce qu'elle ne serait pas validée par le pouvoir. On croit rêver. C'est un vrai tournant autoritaire de sa présidence. Montage Louise Rondel-Le Ninan. Alors là-dessus, Emmanuel Macron, l'Élysée a lui-même diffusé un communiqué avec une vidéo pour rappeler les paroles du président de la République quand il a évoqué cette idée de label de l'information avec cet extrait. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, à aucun moment, n'a évoqué l'idée d'un label gouvernemental ou d'un label de la puissance publique. Écoutons cet extrait qui est dans ce communiqué vidéo de l'Élysée. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, c'est pas mieux que le système où on vit aujourd'hui. Parce que là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie dont ils sont les garants entre eux. Donc là, sur ce premier point, on peut dire que le débat était quand même un peu mal parti. Oui, mais c'est un beau cas d'école, David, justement, si on prend le temps de le décrypter, puisqu'on est devant un emballement politique qui est en fait le résultat d'un emballement médiatique de certains médias, évidemment beaucoup CNews et tout l'écosystème autour, parti d'un propos totalement décontextualisé et qui, on a même réussi à faire dire l'inverse. On vient d'entendre le propos, maintenant je vais vous donner un peu plus le contexte, puisqu'on a quand même vu la une, notamment du journal du dimanche, on va voir la une du JDD, s'inquiéter et inquiéter leurs lecteurs en criant au contrôle de l'information comme s'il y avait un danger. Nous allions vivre en dictature. Emmanuel Macron avait décidé de labelliser lui-même les médias et de décider ce qui était vrai et ce qui était faux. Vers un contrôle de l'information, c'est la une du journal du dimanche. Tout ça est parti. Cette campagne, parce que c'est une campagne politique, et pas c'est une campagne qui, au point de vue journalistique, ne tient pas une seconde. Donc, de l'extrait que vous avez passé, David, où le président de la République dit strictement
l'inverse. Mais surtout, il faut dire dans quel contexte il fait cette sortie. Il est dans une série de rencontres qui participent du débat qu'il a voulu lancer sur la démocratie face aux réseaux sociaux et aux algorithmes. Et pour le coup, je voudrais qu'on prenne 2 secondes là-dessus, c'est un débat sur lequel un chef de l'État a intérêt à s'y intéresser, et on lui reprocherait de ne pas s'y intéresser, parce qu'il y a un vrai enjeu démocratique. On en parle toute la journée sur ce plateau. On sait la capacité de déstabilisation des trolls russes, on sait la capacité de déstabilisation d'États étrangers qui utilisent des faux profils pour faire monter des colères, monter des fausses polémiques et intoxiquer notre espace informationnel. On sait que ça participe même de la guerre hybride, et donc en tant que chef de l'État, il s'en inquiète, il a bien raison. Je donne un autre exemple, juste, qui devrait parler au journal du dimanche, qui devrait parler à CNews et à tous nos confrères. On sait aujourd'hui qu'un jeune, le président de la République a lui-même donné cet exemple, je crois, mais c'est vrai, un jeune qui cherche l'islam sur les réseaux sociaux, en moins de 3 vidéos, par l'effet des algorithmes, il peut se retrouver sur un contenu radical qui va le pousser à aller faire des provocations dans son lycée, le pousser à rejoindre des organisations radicales. Donc c'est un vrai sujet démocratique. Et dans le cas de ces consultations, lors d'une rencontre à Arras, organisée avec La Voix du Nord, le président de la République a rebondi sur un propos que nous allons écouter, qui est celui de la présidente de EBRA. EBRA, c'est un grand groupe de presse qui regroupe toute la presse quotidienne régionale, des titres que les Français connaissent bien et apprécient, Le Progrès, le Dauphiné, les dernières nouvelles d'Alsace. Et Sophie Gourmelin, c'est son nom, présidente d'EBRA, au cours de la discussion, disait nous, par exemple, en tant que groupe de presse, on a décidé de rejoindre une initiative que soutient Reporters sans frontières, qui est un label de plusieurs médias. Il y en a 2000 à travers le monde, il y en a une centaine en France, ça existe depuis 2018. Ce label, ça s'appelle Journalism Trust Initiative, et c'est une façon de nous faire examiner par des bureaux d'études indépendants qui garantissent que on fait vraiment de l'information à peu près éthique, à peu près crédible, honnête. On discutera de tous ces critères après et on discutera de ce que vaut un label. Mais juste, au moins, on prend le temps d'entendre le contexte, l'intervention de la présidente d'EBRA, qui donc a suscité ensuite l'extrait et la sortie du président de la République. Nous avons renouvelé la certification Journalism Trust Initiative, JTI. Le groupe EBRA est aujourd'hui le seul groupe de presse français à disposer de ce label. Cette certification envoie un message clair à nos lecteurs et à nos annonceurs. Nous faisons ce que nous disons et nous le faisons en toute transparence. Voilà le poteau rose. Vous voyez, comme une information, quand on la met dans son contexte, peut nous économiser peut-être un peu de temps et de peur inutile. Alors, même s'il y a des journaux, il y a des médias dont l'ADN est de faire peur, et c'est comme ça qu'ils ont des lecteurs et qu'ils ont des spectateurs. On peut prendre le temps de dire que cette sortie n'a rien de dramatique, qu'un président de la République, suite à ce propos, ait dit écoutez, c'est très bien que des journalistes s'organisent pour faire des labels, ça permet peut-être aux spectateurs ou aux Français ou aux citoyens de mieux différencier les sites d'information de sites qui sont des sites d'influenceurs ou des sites intéressés, commerciaux ou avec d'autres objectifs. Et encore une fois, il prend le temps de préciser, mais bien sûr, il ne faut surtout pas... Il devance en quelque sorte. Parce que les politiques sont quand même habitués à ce genre de fausses polémiques et de propos déconseillés. Donc il devance, il dit il n'est pas question que ce soit un label d'État, il n'est pas question que ça vienne d'en haut, ce serait aller vers une dictature, ça n'a pas empêché. Et ça c'est grave pour le coup, David, parce qu'on n'a pas besoin de label. Par contre, ce qui fait la garantie d'un espace médiatique sain, c'est que entre confrères, on a le droit de se critiquer quand un confrère dit une connerie. Et en l'occurrence, là, c'est réellement de la malhonnêteté. Voilà, c'est de la malhonnêteté informationnelle, avec évidemment un intérêt politique. Et on va en profiter pour faire un peu de pédagogie sur le journalisme. Parce que, au fond, c'est finalement peut-être une pratique qui est assez mal connue, même de ceux qui consomment beaucoup d'informations. On a le droit d'être des médias d'opinion, et dans ce pays, et on s'en réjouit, il y a des médias d'opinion de droite, il y a des médias d'opinion de gauche, et c'est très bien ainsi, des médias d'opinion qui précisent, qui sont plus au centre, il y en a qui voudraient se débarrasser des étiquettes politiques pour se concentrer sur les faits avant tout, ou dépolariser. Il faut tout pour faire un monde, mais il y a quelque chose qui doit effectivement nous réunir quand il s'agit de se revendiquer de l'information, c'est le respect de la chronologie des faits et de leurs intentions. Et là, en l'occurrence, la chronologie des faits n'y est pas et l'intention a été renversée, déformée, donc c'est assez grave, mais vous voyez
qui n'a pas besoin d'un label pour le corriger, il suffit d'être dans cette dynamique participative où on se corrige les uns les autres. Et là, ça nous amène quand on se trompe. Au deuxième sujet, et là un sujet de fond, est-ce qu'on doit envisager, souhaiter une forme de labellisation, une forme de certification? Alors, tout de suite, 2 cas d'école. Le premier est très connu, c'est Émile Zola. Émile Zola, qui publie au tournant du siècle son fameux libelle « J'accuse » dans l'affaire Dreyfus. Quand il dit « j'accuse », qu'il prend la défense de Dreyfus, il est vilipendé par toute la presse. Il est condamné en diffamation. Il doit fuir en Angleterre pour échapper à la prison. Autrement dit, il n'aurait jamais eu la certification. On l'aurait pris comme une fake news. Mais comment il prend la défense de Robert Dreyfus? Puis 1 an après, il y a ce qui se passe, ce qu'on connaît, c'est-à-dire un procès en révision, et puis Dreyfus est déclaré innocent. Mais à l'époque, sur le coup, il apparaissait comme un dangereux affabulateur. Deuxième exemple, et on le prend à dessein, lorsque Donald Trump, relayé par toute une partie de la presse, affirme au début du Covid que c'est sans doute un laboratoire chinois qui a fait échapper involontairement ou volontairement le virus qui a mis la planète à l'arrêt. Tout le monde à l'époque, et les médias qui le reprennent, sont qualifiés de complotistes, et tout le monde dit, mais c'est n'importe quoi. À l'époque, c'est la thèse du pangolin, vous vous souvenez, la thèse vraiment d'une toute autre filiation. Aujourd'hui, cette hypothèse du laboratoire chinois, elle est évoquée parmi les plus probables. On connaîtra sans doute jamais le fin mot de l'histoire, mais pour les chercheurs français. Donc à l'époque, fake news, jamais de certification pour une information de ce genre-là. Donc est-ce qu'il n'est pas délicat de vouloir imposer une vérité ? Alors d'abord, je reviens sur le dernier exemple que vous avez donné, David, parce qu'il est intéressant. Quelle est la différence entre un journaliste et un complotiste ? Sur cette affaire où on pourrait se dire finalement les complotistes avaient raison. Non, les complotistes n'avaient pas raison, même quand ils évoquaient la piste d'un laboratoire, puisque les complotistes qui l'évoquaient à l'époque le faisaient sans aucun fait qui allait dans ce sens à ce moment-là, et surtout le faisaient en étant persuadés qu'il y avait eu une intention délibérée de fabriquer, rappelez-vous, de fabriquer un virus pour intoxiquer une partie de la planète. Le journaliste répondait à ça, il n'y a aucun élément qui nous permet d'affirmer quelque chose d'aussi grave, en plus du fait que ça pouvait semer la panique, mais le journaliste, à la différence du complotiste, il peut changer d'avis. C'est-à-dire que quand on lui amène des éléments qui montrent que non pas il y avait une intention de créer un virus pour intoxiquer une partie de la planète, mais qu'il y a pu avoir un accident de laboratoire, et qu'effectivement c'est une des hypothèses qui devient crédible, que ce soit l'une des origines de la pandémie que nous avons vécue, le journaliste est capable de dire, au regard de ces faits nouveaux, je revisite mon scepticisme, et là je commence à dire que c'est une possibilité plausible. Donc ça, c'est une différence d'approche, et c'est aussi ça qu'on cherche à essayer de signaler à des gens qui n'ont pas le temps de toute la journée revérifier à qui ils peuvent faire confiance. On cherche des moyens aujourd'hui de dire, là c'est des gens qui vont faire ce travail qu'on vient de faire ensemble, se dire, ils peuvent changer d'avis si vous leur donnez des faits. Et il y a ceux qui ne changeront jamais d'avis, parce que ce sont des mercenaires, ils vivent de vos likes et où ils ont des intérêts cachés. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a les certifications commerciales que vous achetez, parce qu'il existe déjà des labels. Vous payez pour être certifié. Alors il y a les certifications quand vous voulez montrer que c'est bien vous et que vous n'êtes pas un anonyme, ça marche. C'est intéressant, par exemple. Désanonymiser la prise de parole publique. Le label en question dont on a parlé, JTI, moi je pense pas que ça va du tout suffire. Que des journaux, que des médias fassent la démarche de le revendiquer pour pouvoir dire à leurs lecteurs, voilà, vous devez savoir que nous on a demandé la labellisation de JTI, qu'on l'a eu. Je veux dire, ça gêne personne non plus. C'est pas une démarche que moi, par exemple, je spécialement envie de faire pour mon journal ou etc. Ça m'intéresse pas en soi. Je préfère être jugé par mes lecteurs. Et je pense qu'effectivement, on donne un exemple aussi. Souvent, par exemple, François, qui a longtemps été un titre qui pesait. Parce que c'était un grand titre de presse. On pouvait se dire, tiens, quand François dit quelque chose, ça a du poids. François a été racheté. On en a fait une presse mercenaire, un site complotiste. Depuis, François ne vaut plus rien. François qui annoncerait une nouvelle ne serait plus cru par ses pairs, ne serait pas écouté par beaucoup de lecteurs. Et donc, comment va se faire le tri en réalité ? Moi, je crois que l'intelligence artificielle va beaucoup peser. Parce que un des maux de notre époque, avec tous les risques que cela comporte. À condition qu'elle ne soit pas elle-même instrumentalisée. Elle-même intoxiquée, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que on est dans une époque où, au fond, on gagne souvent,
où on perd la bataille plutôt contre le mensonge, parce que le mensonge voyage plus vite que la vérité. Ça a même été étudié sur les réseaux sociaux, le mensonge voyage 6 fois plus vite. Tout démenti, tout ce qu'on vient de faire là, le démenti sur une polémique, et on n'est pas en train de parler des réseaux sociaux, on est en train de parler de journaux, c'est ça qui est un peu grave, ça prend plus de temps de démentir que de mentir, et que d'intoxiquer. Donc, la bataille, on a des fois l'impression qu'on se noie, même en tant que journaliste, honnêtement, il y a des fois on a l'impression de vider un océan de mensonges et de fake news avec une petite cuillère, là où l'IA peut nous apporter quelque chose. Et pourquoi de plus en plus de gens, même en sachant que Grok, par exemple, c'est derrière Musk, ou que ChatGPT, c'est encore autre chose, plein de gens demandent à vérifier par des IA parce que ces intelligences artificielles, elles ont au moins l'avantage de la rapidité et du nombre d'informations qu'elles peuvent broyer en un temps rapide pour essayer de regagner de la vitesse par rapport à une information. Le problème, vous l'avez dit, et c'est là où un label peut-être est intéressant, vous allez voir, pas comme on l'a évoqué jusqu'à présent, c'est que ces IA elles-mêmes peuvent être intoxiquées si elles décident, si leur périmètre de source est si nombreux qu'elles intègrent des faux sites, par exemple des faux sites de tout l'écosystème russe que l'on sait être complètement mensonger, des sources d'informations totalement délirantes. Ces IA ne vont pas nous servir. Dans ce contexte-là, il y a peut-être une piste à étudier pour l'Union européenne, par exemple. Le mieux, ce serait que l'Union européenne fabrique une intelligence artificielle fiable, rassurante, qui sélectionne ses sources et qui donc puisse être de confiance. Mais si elle n'y arrive pas économiquement et qu'on n'y arrive pas financièrement, à défaut, l'Union européenne pourrait par exemple décerner un label source à peu près vérifiée. Mais ça ne veut pas dire un label, comme vous l'avez dit, sur une information. Il ne s'agira pas de dire du texte de Dreyfus ou d'un édito ou d'un éditorialiste, celui-là on lui donne le label, celui-là on lui donne pas. Évidemment que ça ne marcherait pas. Sur quels critères ? Et c'est là où on revient au fait que le journalisme n'est pas une pratique ni automatique ni robotique, que l'objectivité n'existe pas. Il n'existe qu'une seule chose en journalisme, c'est l'honnêteté. Et l'honnêteté, ça se mesure parfois quand concrètement vous déformez un fait que l'on peut prouver, vous transformez une date, une chronologie, une intention, on peut le voir. Mais là où vous avez raison David, c'est qu'il y a 1 milliard de zones grises entre ce que je viens d'énoncer, où c'est de la subjectivité, c'est du parti pris, c'est de l'éditorialisation, c'est une question de sensibilité, c'est une question de sensibilité qui va nous amener à sélectionner un certain nombre de faits, mais à en oublier d'autres, qui changent peut-être pourtant la complexité de la réalité que l'on est en train de décrire. Et donc ça, bien sûr, il n'y aura jamais aucun label pour pouvoir le vérifier et le valider. Il va falloir faire confiance aux gens qui vous ont dans le passé éclairé. Voilà, moi, si je peux en donner 2, si j'ai le droit, c'est ma sélection personnelle. Si je devais partir sur une île déserte sans aucun média, écoutez, je partirais peut-être pas avec les médias qui sont classés très à droite, les médias qui sont classés très à gauche, mais si je devais prendre des nouvelles, il y a 2 grands professionnels que j'admire, qui sont Patrick Cohen et vous, David. Je le dis franchement, non mais réellement, je le pense. Quand je doute ou quand j'ai pas le temps de me renseigner sur quelque chose, si David Pujadas me dit, et je vous le dis parce qu'on va se quitter pendant... Vous avez bien fait de venir. et ben, surtout aujourd'hui. Je révise mon jugement. Je me dis, j'ai dû rater quelque chose, je vais revoir, peut-être que j'ai oublié une donnée, parce que je sais votre abnégation à l'information, votre curiosité permanente, votre volonté de tout connaître surtout, de tout vous renseigner surtout, pour essayer d'être le plus précis et le plus honnête possible. Et je sais votre capacité à penser contre vous-même. Et honnêtement, on a tous envie d'en voir de plus en plus dans nos métiers à l'avenir. Et c'est ce qu'on nous souhaite. Vous me gênez, Caroline, c'est très gentil de votre part. Je me trompe. Mais oui, Parfois, mais vous corrigez, vous en êtes mortifié quand vous vous trompez, et moi aussi, je me trompe aussi, et j'en suis malade pendant une semaine. J'ai fait une semi-erreur la semaine dernière, j'ai inversé 2 noms, je m'en suis pas remise encore. Et vous l'avez corrigé 10 secondes après. Oui, mais je vous le rappelle. Un label de l'information, est-ce que c'est possible, souhaitable, Ruth ? On en a parlé la semaine dernière parce que David, c'est vous qui avez remarqué cette question dès mardi dernier. Donc on a été, honnêtement, c'est un débat passionnant. Les premiers à en parler sur cette antenne. Et on a fait l'historique de l'histoire. Et le problème, c'est que je suis d'accord avec Caroline sur le fait qu'il est normal qu'un président de la République s'intéresse aux infox, aux fake news, aux manipulations étrangères, etc. Il est imprudent pour un dirigeant politique de proposer des solutions. Et en fait, c'est le passage du diagnostic aux solutions qui ne va pas. Parce que il est
suspect par principe, parce qu'il représente le pouvoir. Par le seul fait d'en parler, de préconiser, analyser la situation et d'écrire et instruire, je dirais, donner une forme de conscience aux citoyens des dangers, c'est le travail d'un président, pourquoi pas. Il peut être contredit, il peut être discuté, etc. Proposer des solutions, c'est là qu'on rentre sur un terrain friable dans lequel on a la critique très facile. Et d'ailleurs, pas de surprise, ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que il avait pris ses précautions, ça s'est passé et ça a été tordu, manipulé. Parce que n'oublions pas une chose, il parlait des médias numériques. Et ça, c'est très important. Et la réponse sur les médias numériques, c'est la transparence des algorithmes et la régulation des plateformes. C'est dans ces directions-là qu'il faut aller. Mais donc, je veux dire par là, ce qui a été fait depuis a été vraiment quelque chose qui aurait dû être prévu, un président aurait dû prévoir, parce que on manipule et on déforme les paroles des politiques. François, un label pour l'information décerné par un collège de journalistes ? Jamais. Non, jamais. Je pense que c'est une illusion complète de penser que l'information, elle est par nature imparfaite, incomplète. Et effectivement, il y a des référents qui vous inspirent confiance, et d'autres qui ne vous inspirent pas confiance. Vous avez cité le cas de François, c'est très intéressant, il n'y a pas eu besoin de label. François s'est effondré, François est silencieux aujourd'hui. Et à l'inverse, d'autres journaux, le vôtre, ont émergé et représentent quelque chose. Ils ont, j'allais dire un fonds de commerce, le terme est un peu trivial, parce que en réalité, il s'agit d'un fonds de commerce de crédibilité. Seul le travail donne cette crédibilité. J'observe, Caroline, que l'initiative du président saugrenue, qui était destinée à améliorer la confiance, elle suscite en fait la défiance. Pourquoi ? Parce que mécaniquement, la défiance se porte des certifiés vers le certificateur. Qui va certifier ? Des professionnels de la profession qu'on va choisir au hasard, etc. Rien ne remplace le travail quotidien, l'exigence que chacun d'entre nous a vis-à-vis de lui-même. David, c'est votre fête aujourd'hui. Je me souviens avoir travaillé sous votre direction à l'époque de France 2 où vous présentiez le 20h. Mais les conférences entières étaient occupées par ce travail. Est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on dit tout ? Est-ce que ça va pas apparaître mensonger ou déformant ? Ça nous occupait à plein temps. Et je retrouve exactement la même ambiance aujourd'hui dans les conférences de TF1. Ça, il n'y a pas de possibilité de passer à côté de ça. C'est tout ce qui fait la noblesse du métier. Et l'idée même qu'on puisse arriver à une procédure standardisée avec des critères préétablis me semble à la fois vain et dangereux par essence. Thierry, Antoine, et puis Caroline. Alors, moi, au-delà du label, j'aimerais parler d'une des causes de cette affaire, c'est-à-dire ce qui suscite notamment les dérapages récemment, c'est lié à ce qu'on peut appeler une reprise en main idéologique de certains médias. On voit bien, pour ne pas les citer, les médias Bolloré ont été clairement repris en main et un certain nombre de dérapages ont eu lieu, dénoncés à l'ARCOB, etc. Moi, ce qui me préoccupe, et on n'en parle pas derrière tout ça... Ils ont le monopole, pour vous, de l'arrière-pensée idéologique. La concentration dans de médias, dans certaines grandes fortunes, la reprise en main idéologique qui a suivi est extrêmement inquiétante. Quand on voit ce qui est devenu iTélé, quand on voit ce qui est devenu le journal du dimanche, on peut se dire que ce média a été transformé parce qu'une grande fortune a investi et a idéologiquement changer ce média. Alors, j'en parle parce que je suis un petit peu concerné aussi, puisque Challenge vient d'être acheté par LVMH et en ce moment on est en conflit avec notre nouvel actionnaire parce qu'on veut préserver notre charte déontologique qui, même si c'est notre nouvel actionnaire, c'est assez fondamental que les médias rachetés puissent imposer des règles minimales à leurs actionnaires. Et là, ce n'est pas le sujet du label, mais l'État peut avancer. Les États généraux de l'information ont avancé certaines propositions pour qu'il y ait des règles minimales qui s'imposent à une grande fortune qui rachète un média, parce qu'ensuite, la reprise en main idéologique peut être telle que les abus suivent. Évidemment, on ne fait plus son métier de journaliste. On peut faire son métier de militant d'un certain nombre de médias. Antoine ? Mais très clairement, le fait que ça ait engendré une poussée de fièvre telle à partir d'une phrase comme ça, extraite de son contexte du chef de l'État, nous informe à minima sur une chose, c'est que tout ce que touche aujourd'hui Emmanuel Macron se transforme
en plomb, mais dans la seconde qui suit. Et c'est très préoccupant dans cette atmosphère de fin de règne que de voir que ce roi Midas à l'envers, y compris quand il y a un label qui existait, eh ben, si c'est lui qui le projette dans l'atmosphère, en particulier lorsque effectivement un média comme CNews s'en saisit, ça s'enflamme. Et sur le principe. Et sur le fond et sur le principe. Moi, j'y suis complètement opposé. Je suis complètement opposé à ce label pour plusieurs raisons. D'abord, on sait qui établit les critères. On sait que c'est un certain nombre de cabinets de conseil, tels que Deloitte, quelques bureaux Veritas. C'est pas les journalistes. Qui ont une connaissance du métier pour avoir... à la sortie de Sciences Po, avoir vu certains de mes amis, proches camarades, converger vers des cabinets de conseil, ont parfois des connaissances de l'univers des médias et de son industrie un peu... Ça, c'est la méthode, on pourrait dire. Laissons la méthode dans les mains des journalistes et sur le principe. Mais sur le principe, moi, je suis fermement ancré sur l'idée que la relation qui unit un journal de presse, un titre de presse et son lecteur est un plébiscite de tous les jours, pour reprendre l'expression de Renan. Et que, effectivement, à partir du moment où le contrat n'est plus honoré, les abonnements s'effondrent parce que c'est aussi un modèle économique qui en découle. Et donc, les journaux périclitent par la médiocrité de leur information. D'autres, y compris de toute tendance idéologique, on peut citer évidemment Mediapart, qui a réussi à avoir un environnement économique autonome, d'autres bien plus à droite, ont réussi, et bien évidemment Franc-Tireur, ont réussi à faire la démonstration de ce qui était possible, d'aller chercher, pourtant dans un environnement très concurrentiel, d'aller chercher des lecteurs et de faire la démonstration de la qualité de leurs informations. Je pense que c'est uniquement en ce sens qu'il faut aller. Le mot de la fin, Caroline. Non, mais très grand scepticisme quand même sur cette idée d'une autorité. Oui, mais encore une fois, on remet les choses à l'endroit. Ça n'est pas une idée qui est sur la table de la part qui n'est pas proposée par le politique, même si je comprends ce que oui, ça oui. C'est toujours compliqué quand le politique passe du diagnostic aux solutions en matière d'information, mais on a quand même le sujet de la régulation des réseaux sociaux où là, il y a besoin d'une régulation politique et c'était l'objet en réalité de la discussion. Exactement. Ce label vient d'une initiative privée, professionnelle et on peut tous en être soit la trouver intéressante, soit pas la trouver intéressante. Par exemple, il y a des grands médias qui ont ce label, comme la BBC. Ce label n'est pas un gage que la BBC ne se trompe jamais. On a vu récemment à quel point la BBC a pu commettre des erreurs graves par un vrai biais idéologique, un vrai biais méthodologique. Et elle a eu du mal à le reconnaître. Et elle a eu du mal à le reconnaître en plus. Mais par contre, il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes qui s'excusent. Là, en l'occurrence, CNews et le journal du dimanche ont commis une erreur professionnelle. Je ne parle pas d'une erreur idéologique, je parle d'une erreur professionnelle. Ça n'est pas honnête d'avoir tordu cette déclaration dans ce sens-là. Et donc, à un moment donné, l'autorégulation, c'est que aussi chacun soit capable de reconnaître ses erreurs. Sinon, il faut avouer qu'on n'est que militant et qu'on n'est plus tellement dans le journalisme. Merci Caroline. Je le dis à chaque fois que vous nous rejoignez, vous êtes aussi réalisatrice de cinéma. Et donc, à notre grande âme, vous ne serez plus là pendant 3 mois, mais on se réjouit pour vous parce que vous allez réaliser l'un de vos rêves, un film que vous portez depuis longtemps et un film qui se déroule en Ukraine. Donc vous partez avec votre équipe tourner ce film de cinéma en Ukraine. Avec une équipe ukrainienne qui nous attend. Avec une équipe ukrainienne, quelques acteurs français, mais la plupart de cette équipe de nationalité ukrainienne. Et on vous souhaite la meilleure des chances, le meilleur des séjours et le plus beau des films. Merci beaucoup David, je serais ravie de vous retrouver au retour. Et en plus, vous verrez, le film, il parle un peu de tout ce qu'on s'est raconté là, mais de façon, à travers une grande histoire d'amour et du cinéma. Et on pourra toujours me lire dans Franc-Tireur parce que je vais quand même mener ces deux batailles de front. Mais je vous retrouve après. Journaliste un jour, journaliste toujours et tout le temps. Merci beaucoup Caroline. Merci et hâte de voir votre film. Ce sera dans bien plus longtemps. Merci.